C'est l'heure des éditos, ce rendez-vous de votre télévision Tweet TV pour décrypter, analyser, parcourir l'actualité nationale et internationale à travers les commentaires et analyses des différents médias. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission de la Tribune des éditos. Aujourd'hui, il sera question du recrutement spécial de 4000 agents des eaux et forêts. La mesure de suspension des activités des partis politiques et des OSC sera abordée. Aussi, l'avant-projet de loi sur la promotion immobilière qui fait des gorges chaudes est également retenu. Et puis enfin, la réouverture des frontières ivoiriennes après presque 3 années de fermeture sera abordée. Et pour le décryptage de ces différents sujets, je suis accompagné par le rédacteur en chef délégué des éditions Le Pays, Michel Nana. Bonsoir. Oui, bonsoir. À vos côtés, nous avons Emilienne Kaboré, journaliste à la Lettre du Faso. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, nous avons Daouda Kinda du journal Le Quotidien. Recrutement spécial de 4000 agents des eaux et forêts, dont 2000 au titre de l'année 2023. C'est l'annonce faite par le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Et pour décrypter cette actualité, Michel Nana, c'est dire qu'après le recrutement de policiers, de militaires et même de VDP, cette fois-ci des corps paramilitaires tels que les eaux et forêts sont interpellés par le gouvernement. Ils veulent compter sur eux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout à fait normal parce que on ne peut pas permettre. Du moins, les autres ne peuvent pas se renforcer et puis les eaux et forêts vont rester en retrait. Et je crois que le gouvernement a expliqué le cadre dans lequel ces 4000 forestiers vont être recrutés. Il s'agit de répondre au plan d'urgence du ministère et plus précisément, il s'agit de permettre à ce corps paramilitaire-là de participer à la reconquête du territoire. Je pense qu'ainsi libellé, c'est tout à fait normal que ce corps paramilitaire-là puisse se renforcer. Il faut se le dire que, comme les autres corps corps militaires, et les forestiers ont payé le tribut en matière sur le plan sécuritaire. Et beaucoup ont perdu la vie et beaucoup de postes forestiers ont été attaqués. Et dans la stratégie globale de reconquête du territoire, je pense que cette entité a sa part à jouer sur le plan environnemental et je pense que c'est important qu'il puisse contribuer à la lutte contre le terrorisme. Je vais terminer en disant que quand on regarde l'action de ces terroristes-là, on se rend compte que il y a le braconnage, il y a la destruction de la nature et de l'environnement. Donc, pour y faire face, qui est le mieux placé que ces forestiers-là pour pouvoir défendre cet aspect-là. Je crois que il faut encourager effectivement cette initiative et souhaiter que bien sûr les gens puissent se bousculer pour pouvoir être recrutés et puis raisonner les rangs. Alors, recrutement spécial de 4000 agents au niveau des eaux et forêts vers le nettoyage des bases terroristes dans la forêt. C'est le titre de l'édito au niveau du journal Le Quotidien. De quoi s'agit-il exactement? Effectivement, vous savez très bien que actuellement les massifs forestiers du Burkina, les zones de chasse et autres sont des lieux de refuge pour les individus armés terroristes qui écument des vies et blessent des individus qui contraignent des populations jadis paisibles dans leur localité à trouver refuge dans l'autre localité, à laisser leur village, leur ville, leur localité se retrouver déplacés internes. Donc, vous savez que dans la dynamique de reconquête du territoire national, il est demandé à tous les corps militaires et paramilitaires de pouvoir chacun apporter sa part contributive à l'effort de reconquête du territoire national. Et les eaux et forêts, comme mon confrère des éditions Le Pays l'a relevé tantôt, tout le monde doit apporter sa part contributive. Les forestiers ont payé quand même un lourd tribut. Comme je le disais, ce sont eux qui sont garants de la protection des forêts. Et alors que quand les terroristes viennent, surtout à l'est, vous voyez que ils envahissent les forêts, ils chassent les forestiers qui, il faut le relever, malheureusement ne sont pas assez équipés pour faire face à la menace. Ce qui fait que quand les terroristes venaient,
très facilement, ils arrivaient à attaquer les bases des forestiers, ils les chassaient, ils tuaient et ils s'emparaient quand même des forestiers. Vous voyez que si l'opération Otapanou qu'on avait lancée il y a de cela quelques années n'a pas eu le résultat qu'on attendait, eh bien c'est parce que les forestiers n'ont pas en quelque sorte été associés comme ils se devaient. Parce que si on associait quand même les forestiers, on leur dotait d'un certain nombre de matériel, d'un certain type de matériel qui pouvait leur permettre de contribuer efficacement à la lutte. Une fois que les militaires ou les gendarmes, en tout cas tous ceux qui étaient engagés dans le nettoyage de ces massifs forestiers, là, une fois qu'ils arrivaient à nettoyer ces massifs forestiers et que les forestiers, avec les équipements nécessaires, ils arrivaient à reprendre leur position, quand même, les terroristes n'allaient pas avoir toute cette marge de manœuvre là pour pouvoir se réfugier là-bas et sortir, attaquer le village. Vous voyez que à chaque fois ce qu'ils font, c'est quoi? Ils viennent, ils sont dans les forêts, ils sortent, ils attaquent un village, ils attaquent un commissariat, ils attaquent une brigade de gendarmerie, ils attaquent un camp militaire. Et ils repartent, ils sont dans la forêt. Et c'est difficile même en couverture drone ou des hélicoptères de pouvoir trouver où est-ce qu'ils sont réfugiés. Donc, se recruter 4000 agents des eaux et forêts, 2000 en 2023, 1000 en 2024 et 1000 en 2025, enfin 1000, ça fait 4000, ça va permettre quand même à ce corps paramilitaire qui n'est pas, qui est très important également dans cette lutte-là. On a comme l'impression qu'ils sont peu utilisés. Oui, effectivement, il faut le dire, parce que c'est l'un des parents pauvres quand même de tout ce qu'on appelle l'équipement militaire et tout ça, parce qu'ils ne sont pas assez dotés. Et on espère que avec cette nouvelle dynamique, vous voyez que lorsque le président de la transition a rencontré la dernière fois les commissaires de police, il a clairement dit, tous ceux qui sont militaires ou paramilitaires qui savent qu'ils ne vont pas participer à la lutte, quand même peut retourner à la vie civile. Donc c'est comme dire à tout le monde, tous les militaires et paramilitaires, quand même, de pouvoir s'engager. Et en disant ça, quand même, on met en même temps, le président met en même temps, c'est comme s'il mettait en même temps les moyens du côté de ces forestiers-là pour qu'ils puissent participer, apporter leur part contributive à la lutte. On a beaucoup de forêts, on a tellement de massifs forestiers dans ce pays-là, on a plusieurs ranches qui aujourd'hui malheureusement ne sont pas fréquentées. Vous voyez combien de touristes viennent actuellement au Burkina Faso pour se rendre dans nos forêts. Quand vous partez à l'est, aucun touriste ne vient. Quand même à le ranch de Nazenga qui est dans la zone de Pau, personne ne va visiter. Mais c'est toute une perte pour l'économie. Et personne n'ose encore s'aventurer dans ces localités. Et puis c'est le braconnage et tout ça. Et on va revenir plus en profondeur. Mais déjà, Emilienne Kaboré, est-ce que vous pensez que ce recrutement de 4000 agents des eaux et forêts pourrait permettre de rehausser un peu la lutte que nous menons actuellement? Oui, moi je pense que ce recrutement-là, c'est une belle initiative. Et ce recrutement pourra permettre de lutter contre le terrorisme, efficacement contre le terrorisme, de conquérir les territoires. Et je pense que c'est d'ailleurs un recrutement déterminant, parce que quand on sait que les eaux et forêts interviennent dans les zones de forêt. Oui. Voilà, donc ils pourront aider nos forces de défense à dénicher les terroristes, et puis voilà, le travail sera très bien fait. D'accord. Alors, un aspect que vous avez un peu effleuré, Michel Nana, quelle peut être la part contributive de ces eaux et forêts dans la lutte contre le terrorisme? On entend peu parler de leur contribution depuis le début de cette guerre. Oui, on entend peu parler de leur contribution pour des raisons que déjà mes collègues dans Kinda a abordées. Soit ils sont peu exploités, soit ils sont mal exploités. Je pense qu'on n'a pas tenu suffisamment compte de l'apport de ces paramilitaires-là dans la lutte, dans la maîtrise de la question sécuritaire. La police est là, et les sapeurs-pompiers et les forestiers. Je crois que c'est maintenant qu'on se rend compte que chacun a une parcelle de pouvoir dans laquelle il doit agir pour que ensemble l'action commune là, l'action de chacun puisse
et contribuer à la maîtrise générale de la sécurité. Je pense que c'est maintenant on se rend compte et c'est dommage que pendant longtemps on ait fermé les yeux, on ait fait semblant de fermer les yeux sur ce que ces gens-là pouvaient apporter de substantiel dans la lutte contre le terrorisme. Moi je les appelle souvent ce sont les rois de la brousse, ce sont ceux qui maîtrisent la brousse. Et aujourd'hui, je me rends compte que ceux qui nous attaquent maîtrisent la brousse plus que nous. Et Kinda a parlé de l'Est. Quand vous prenez les zones forestières de l'Est, mais jusqu'à une période récente, nos militaires n'ont pas suffisamment connaissance du milieu. Ça veut dire que les recoins, les pistes, ainsi de suite, mais ces recoins... Malgré la cartographie... Oui, mais c'est difficile. Ça veut dire qu'ils sont dans un milieu très, 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 très restreint. Et je pense, quand on écoute les forestiers, et même les aides forestiers, je ne sais pas comment on les appelle, hein, les guides touristiques, ils connaissent des pistes. Et ce sont ces pistes-là que les touristes ont réussi à récupérer et à maîtriser. Et voilà pourquoi on a des difficultés pour les vaincre. Donc, je pense que c'est une occasion pour nous de nous rattraper. Et une occasion aussi, et c'est très important, d'équiper ces gens-là. Parce que c'est un problème d'équipement. À part la tenue qu'on voit d'habitude, qu'est-ce que le forestier porte comme arme pour pouvoir se défendre face à la puissance de feu de l'ennemi. Je pense que c'est l'occasion de plaider pour que ceux qui ont décidé de ce recrutement-là puissent aller jusqu'au bout en armant conséquemment, en armant et en formant bien sûr conséquemment ces éléments qui seront appelés à défendre le territoire. Alors, il a parlé de l'équipement qui est l'autre facette de cette lutte que nous menons. Est-ce qu'on pourrait peut-être éventuellement s'attendre à une militarisation de ce corps paramilitaire afin de leur permettre de faire face aux réalités du terrain? Bien sûr, la dynamique est lancée et depuis quelques mois de cela, je pense que les autorités avaient déjà bien vu, ils avaient pensé à quand même créer une unité spéciale au sein des forestiers afin que cette unité spéciale-là puisse quand même mener des opérations comme des militaires et chasser les terroristes ou bien protéger en tout cas les massifs forestiers au-delà de leur mission habituel. C'était déjà pensé. Il y avait une unité spéciale, en tout cas qui était en gestation, et qui était en formation, en tout cas en gestation, et qui allait quand même apporter sa part contributive dans les efforts de reconquête du territoire national. En tout cas, c'est une idée très 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 bien pensée parce que qui mieux que les forestiers maîtrisent nos forêts? Il n'y en a pas, ce sont nos forestiers qui maîtrisent les forêts. Vous savez, quand vous partez comme dans la région de l'Est, il y a beaucoup de zones de chasse, de concessions de chasse, de forêts. Et ce sont ces forestiers qui savent, par exemple, quelle zone est susceptible d'abriter des terroristes. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre partout. Ils vont vivre quand même dans une localité où à côté il y a un cours d'eau, où à côté on peut trouver facilement, on peut se cacher. Donc ce sont ces forestiers-là qui savent exactement où est-ce que ces terroristes-là peuvent se réfugier. Donc il faudrait quand même que ces derniers-là puissent être associés à l'effort de reconquête du territoire. Je pense que les nouvelles autorités sont dans la dynamique, apporter que tous les corps paramilitaires, je veux parler d'abord au-delà des forestiers, parler des GSP par exemple, des douaniers, et tout le monde, parce que les douaniers par exemple, vous voyez qu'ils sont à la frontière par exemple. S'ils ne sont pas assez équipés, comment est-ce qu'ils vont faire? Vous savez qu'avec cette lutte-là, tout le monde est devenu, beaucoup, même les braconniers, les trafiquants, beaucoup sont devenus des terroristes maintenant. Oui, beaucoup sont devenus des terroristes, ils viennent, ils terrorisent tout le monde et puis pouvoir mener les sales besognes. Même si au départ ils n'avaient pas voulu, c'est juste des braconniers ou des trafiquants, comme ils savent que oui, on vient, on terrorise quelques villageois où tout le monde déguerpit, on a le champ libre pour mener ces opérations ou ces sales besognes quand même. C'est ce qui fait que il faut que tout le monde puisse être assez équipé et surtout, en tout cas,
les forestiers, puisque c'est d'eux qu'on parle, qu'on puisse quand même leur doter d'un type de matériel, comme on l'a vu récemment avec la police quand même, qui voyait l'opération militaire, l'opération qui s'est menée récemment à Gassan, qui a permis de libérer Gassan. Vous voyez que ce sont les policiers qui sont allés mener l'opération, et les policiers quand même dans cette zone-là qui mènent un travail impeccable pour reconquérir plusieurs localités, plusieurs villages dans cette partie du pays-là. On pense que les forestiers également peuvent, en tout cas s'ils sont conséquemment équipés, ils peuvent mener tout seuls des opérations, parce qu'ils maîtrisent tellement nos forêts là que parfois ils n'ont même pas besoin de grand chose, hein. Mais quand même, il faut qu'on leur fasse confiance, il faut qu'on leur dote d'un type de matériel. Vous regardez les braconniers parfois quand ils viennent, mais ils ont un type de matériel d'armement qui parfois, ma foi, si tu n'es pas assez équipé, tu ne peux pas faire face. Simple braconnier. D'accord. Et nous allons terminer avec vous sur ce sujet. On parle d'équipement de ce corps paramilitaire. Est-ce que vous pensez que l'on pourrait éventuellement assister à une militarisation des eaux et forêts? Il l'a dit, ils ont besoin d'avoir une certaine puissance de feu pour faire face à l'idée terroriste. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ce qu'il a dit est très juste, parce que, comme on l'a dit, les eaux et forêts maîtrisent mieux la forêt. Étant donné qu'ils maîtrisent mieux la forêt et que les terroristes se cachent dans la forêt, je pense que si ils sont bien équipés, ils pourront très bien faire le travail. Voilà, je pense que, et comme il a dit, la dynamique est lancée, c'est parce que le gouvernement est conscient que les eaux et forêts peuvent faire le travail, qu'il a décidé de recruter jusqu'à 4000. Mais ce ne serait pas la première fois qu'on procède à un recrutement et qu'après on soit à la recherche de matériel. Bon, je pense que cette fois-ci, ce sera la bonne et que le gouvernement va prendre toutes les dispositions pour qu'ils soient bien équipés. Et c'est dans un tel contexte que l'on apprend à travers un communiqué du gouvernement que les autorités ont procédé à la réquisition d'une quantité d'or dans une société minière de la place. Michel Nanan, est-ce que l'on en sait un peu plus à présent? Ça, c'était la provocation. Est-ce que je ne sais plus? Vous voulez manger votre piment dans ma bouche? D'accord. On en sait plus. Je pense que ce que je sais, c'est qu'il s'agit de 2 sociétés minières. Notamment Semafo et Norgold. Et que c'est autour peut-être de 500 kg d'or que notre gouvernement a réquisitionné pour utilité publique. C'est ce que je sais, j'ai comme information. Maintenant, certains détails, on est obligé de ne pas revenir là-dessus. Je crois que l'information a beaucoup d'enjeux. D'abord, quand le gouvernement dit que c'est utilité publique, ça veut dire que c'est quelque chose qui concerne l'État dans son existence, et par conséquent, et comme le lui permettent le cours minier, il peut réquisitionner lorsqu'il faut. Ça, c'est le premier enjeu, d'abord par rapport à l'acte posé. Et l'autre enjeu, c'est l'implication de cette information auprès des investisseurs et auprès des miniers. Je crois que si le gouvernement était amené à communiquer là-dessus, c'est parce qu'il s'est rendu compte que l'information brute telle que donnée allait créer des problèmes et pour le pays et pour lui-même. Quand on parle des investissements au Burkina Faso, je parle de quel problème par exemple? Que les miniers ou les investisseurs au niveau international apprennent que le Burkina Faso a décidé de réquisitionner de l'or auprès des investisseurs privés. Ça peut donner l'impression que c'est de la dictature et c'est de la force qu'on fait aux mines. Ça peut donner cette impression-là. Or, cette impression gardée dans la tête des investisseurs, déjà qu'on a déjà des problèmes pour avoir ces investisseurs-là, c'est inviter les autres à partir, parce ceux qui veulent venir ne pas venir. Mais déjà, est-ce que cette réquisition est en phase avec le code minier du Burkina? Oui, tel que j'ai lu le code, je pense que il y a une disposition qui permet au gouvernement
à l'État de réquisitionner de l'or pour la raison qu'il a citée, question d'utilité publique. Alors, Daouda Kinda, qu'est-ce que vous pensez de cette réquisition qui a été faite par les autorités auprès de 2 sociétés minières? Je pense que c'est, comme il a relevé, c'est une opération légale qui est en phase avec le code minier du Burkina, qui permet au gouvernement burkinabé de pouvoir réquisitionner de l'or pour utilité publique. Ça, c'est ce que le code minier dit. Mais selon ce que j'ai comme information, en tout cas ce que j'ai lu dans la presse, c'est que, il faut le dire, le gouvernement burkinabé a un manque de liquidité. Le gouvernement manque de liquidité alors que nous faisons face à un certain nombre de défis qui nous amène à pouvoir acquérir un certain nombre d'armements, un certain nombre de matériel au niveau international. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir avoir de l'or, échanger au niveau international, pouvoir acquérir le matériel dont on a besoin, surtout avec le recrutement de 60 000 VDP qu'il faut équiper. Il faut équiper, il faut leur donner des armes, il faut leur donner des moyens roulants. Il faut vous savez que avec les nouvelles dispositions au niveau légal, ils sont rémunérés à un certain taux. Donc il faut pouvoir les payer, leur donner des armes et pouvoir les motoriser, le carburant et tout ça. Donc il faut énormément de moyens. Et également pour les militaires, les paramilitaires qu'il faut doter en armement, les appareils aériens et tout ça. Donc le matériel militaire et tout ça, il faut faire face à d'autres défis également, parce que le Burkina Faso ne peut pas vivre seulement de ça. Il faut non seulement combattre, mais il faut vivre. Voilà, il y a les salaires qu'il faut payer, plein de choses comme ça. En tout cas, selon ce que j'ai lu dans la presse, c'est que nous sommes en manque de liquidité et il faut faire ça. Je pense que si c'est une opération légale, si c'est prévu par le code minier, c'est que les investisseurs miniers, les différentes mines sont au courant de cette disposition-là. Ils savent très bien que, arrivé à un certain moment, si le Burkina Faso fait face à un certain nombre de difficultés, on peut réquisitionner. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que si, selon le communiqué du gouvernement, on décide d'acheter l'or au prix et au cours au niveau international, c'est de ne pas les gruger. Vous avez pris de l'or, vous êtes engagé à les payer, mais il faut réellement les payer. Il ne faut pas décider unilatéralement, peut-être, je ne dis pas que c'est ce qui est fait, c'est juste des idées. Il ne faut pas décider unilatéralement de nationaliser et décider que non, bon, c'est notre or, on prend, on ne vous paye pas. Non, si vous voulez nationaliser, vous pouvez nationaliser, mais il faut que ça suive un certain nombre de procédures. Mais dire que oui, on prend l'or, mais on va vous payer selon le cours au niveau de la valeur de l'or au niveau international, et qu'on va payer, il faut que ça soit réellement payé. Parce que ça, vous voyez déjà comment le bruit que ça fait au niveau des investisseurs qui commencent à avoir peur, qui pensent que leurs investissements au niveau national c'est menacé, bon, plein de sujets comme ça. Il faut pouvoir dissiper toutes ces rumeurs là, ces peurs de ces investisseurs là, et les rassurer que non, c'est parce que nous faisons face à un certain nombre de difficultés et on a besoin de cet or là pour pouvoir garantir un certain nombre de choses, et qu'on l'a réquisitionné et en fonction du code minier. D'accord. Alors, Emilienne Kaboré, le gouvernement dans son communiqué essaie de rassurer les investisseurs justement sur le contexte exceptionnel dans lequel cette réquisition est faite. Alors vous, est-ce que vous pensez qu'il y aura un impact sur le climat des affaires au Burkina? Vous voulez parler du côté des mines? Oui, du côté des mines. Bon, je pense que, comme Daouda Kinda l'a dit, c'est légal. Ça se trouve au niveau du code minier. Je pense qu'ils vont faire avec, parce que c'est un climat exceptionnel. Nous sommes en temps de guerre et on a besoin d'armement. Il faut que, alors que j'ai lu aussi comme Daouda dans les médias que nous sommes en manque de liquidité. Lorsqu'on est en manque de liquidité,
Alors que nous sommes en temps de guerre, c'est difficile. Il faut chercher les ressources ailleurs. Et c'est ce que le gouvernement a fait, c'est légal. Maintenant, moi, ce que je déplore, je ne sais pas comment l'information a fuité. Moi, je pense que cette information ne devait pas être divulguée. En fait, ça ne devait pas être rendu public. Le gouvernement lui-même a fait un communiqué. Oui. Bon, je pense, non, il y a des détails. Et on a parlé de, je ne sais pas... Parce que ça Michel Nana, ça a fuité. Parce que l'arrêté a fuité, que le gouvernement est obligé de réagir. Voilà. Donc, je pense que si l'ennemi entend que nous n'avons pas de liquidité, c'est pas bon pour notre gouvernement. Donc, je pense que le gouvernement doit travailler à l'avenir à empêcher que ces genres d'informations ne fuitent. D'accord. Alors, Michel Nana, je vous pose la même question. Le gouvernement qui tente de rattraper, de rassurer les investisseurs sur le contexte exceptionnel dans lequel la réquisition est faite, est-ce que vous pensez qu'il y aura un impact sur le climat des affaires? Pour ce qui est au niveau des mines, il faut faire remarquer que la crise sécuritaire a un impact. Il y a beaucoup de sociétés minières qui ont été fermées, qui ne fonctionnent plus. D'accord. Donc, il y a déjà un impact. Maintenant, est-ce que cette réquisition va amplifier ou bien va créer un malaise au niveau des investisseurs? Oui. Déjà, avec la révision en projet du code minier, il y a des investisseurs qui sont réticents parce qu'ils ne sont pas rassurés par rapport au terme du prochain code. Donc, ils sont hésitants. Alors, ajouter à cette situation, c'est clair qu'il y aura un impact. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Je pense d'abord qu'il faudrait que le gouvernement maîtrise l'information qui est autour de cette réquisition. Parce qu'il y a ce que nous disons, il y a ce que nous ne disons pas. Tout ne se dit pas. Et le gouvernement et les miniers savent exactement la situation, savent ce qu'il y a. Et moi, personnellement, je plaide pour que et le gouvernement et les miniers trouvent le moyen de rassurer ensemble les uns et les autres. Parce que le gouvernement peut rester à l'est, faire un communiqué, et les miniers à l'ouest n'aient rien dit, mais nous savons ce qui se passe. Et quand c'est comme ça, je pense que ce n'est pas bien pour notre pays. On peut dire que, bon, dans tout cas, du fait de la richesse, des richesses qui sont dans notre sous-sol, les gens vont venir toujours. Mais il faut penser à l'avenir. Et c'est vrai, on a des difficultés, mais il faut trouver un moyen pour que les uns et les autres, les protagonistes là, puissent parler le même langage. Cela permettrait d'atténuer l'impact négatif que cela peut avoir au niveau international. Mais on a envie de comprendre un peu plus en quoi l'application d'une disposition légale suivant le code minier du Burkina peut conduire à une déroute au niveau du climat des affaires. Non, oui, c'est vrai, et la question se pose, mais attention, c'est une information sur des gens qui cherchent l'argent. Et l'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas l'incertitude. Si on a amené à faire des réquisitions, ça veut dire qu'il y a de l'incertitude, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Et quand il y a des problèmes, quand il y a de l'incertitude, il ne faut pas compter sur les investisseurs. Si nous-mêmes nous avions les moyens d'exploiter nos mines, d'exploiter nos richesses, il n'y aura pas de souci. Mais là, nous sommes obligés de compter sur des gens qui sont à l'étranger, qui ont les moyens d'investir, extraire ce qui est dans notre sous-sol et puis partager avec nous. Parmi les sociétés minières, les grandes sociétés minières, je crois que celle qui est nationale, c'est juste une. Le reste, c'est l'État l'État est juste actionnaire dans l'ordre de 10%, je crois. Voilà. C'est une information, mais c'est une disposition légale. Il n'empêche que cela peut créer des problèmes ou créer des soucis, un malaise au niveau des investisseurs. Et surtout que ça arrive à un moment où comme je le disais, la révision du code minier crée un peu provoque de l'inquiétude, des inquiétudes au niveau des investisseurs. Et je vais ajouter en disant que il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que les mines ne contribuent pas
à la lutte contre l'insécurité. Si aujourd'hui, beaucoup de mines devraient faire des bilans en termes de contribution sur le plan matériel, sur le plan financier, à la lutte contre le terrorisme, ça va être balèze. Elles font déjà quelque chose. Peut-être que ce n'est pas suffisant. Et combiné au fait que l'État a des soucis de survie. Parce qu'il faut que aussi le Burkina survive pour que les mines là fassent des affaires. Et combiné à tout cela, il faut rassurer les unes les autres, reconnaître ce que chacun a fait. Et bien sûr, et faire en sorte que tout ce qu'on peut faire de suppléments pour renforcer et puis aller de façon définitive à la victoire sur le terrorisme là, il faut que cela soit connu. D'accord. Alors nous allons rester avec vous pour aborder l'autre sujet retenu pour cette tribune, la suspension des activités des partis politiques et des organisations de la société civile est toujours d'actualité. Le ministère en charge de l'administration territoriale l'a d'ailleurs rappelé. Avertissement pour le CDP et refus d'autorisation pour le BPN de l'UPC. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, j'aurais aimé avoir le verdict au l'issue du procès qui a eu lieu ce soir entre l'UPC et puis l'administration par rapport à cette question de suspension des activités des partis politiques. Mais malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, ce qui se passe au niveau du tribunal administratif de Ouagadougou. Mais bon, cela étant, moi personnellement, je suis mal à l'aise avec le sujet. Parce que quand on se réfère à la loi, et les partis politiques ont le droit de mener les activités. Parce que la Constitution a été rétablie, il y a la charte qui complète, qui n'interdit pas les activités des partis politiques. C'est un communiqué de fin septembre, début octobre, du ministère de la Mesure territoriale qui interdit ces activités-là. Mais ce qui est dérangeant, moralement, politiquement et sur le plan civil et citoyen, ce qui est dérangeant, c'est que il y a des OSC qui ont le droit de sortir à Ouagadougou et partir dans la ville, partir au Burkina, faire du bruit, organiser des activités et à organiser un grand monde. Et pendant ce temps, les partis politiques qui ont besoin de se regrouper dans une petite salle, mobiliser 100 personnes pour tenir une session du bureau politique national, on a dit que c'est impossible. Je ne conteste pas les raisons ou les fondements de la décision du gouvernement d'interdire les activités des partis politiques. Mais quand même, lui aussi n'a qu'à regarder. Est-ce que ça s'est fait? Moi, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. J'aurais été au gouvernement. Bon, tu ne peux pas défendre ça. Je vois beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux ou bien qui sont dans les médias dire que c'est très bien d'interdire, de fouetter des partis politiques, ainsi de suite. Je pense on va au-delà des civilités, on va au-delà de ce que la République doit être. Voilà. Et le gouvernement, je pense, qui a promis d'ailleurs que lorsque la situation sera plus favorable, dans quel sens les ministères les partis politiques vont reprendre les activités, mais pris en l'état et regarder les choses en face sur la table, moi personnellement je suis mal à l'aise et je ne pense pas que le gouvernement a le son qu'il devrait donner pour que les uns et les autres écoutent et puissent danser en fait. Alors, Emilienne Kabori, plusieurs partis appellent déjà à la levée de cette mesure de suspension des activités des partis politiques et des OSC. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette mesure-là? Bon, je pense que cette mesure-là, comme l'a souligné Michel Nana, n'est pas légale. Du moment que ce n'est pas légal, je pense qu'à chaque fois qu'on doit prendre une décision juridique, on doit se référer à la Constitution. Et dans la Constitution, il n'est écrit nulle part que les partis politiques et les OSC ne doivent pas continuer leur activité. Donc je pense que les uns et les autres ont raison de vouloir que
cette décision soit levée. Et en plus, mais moi, paradoxalement, je pense que l'air n'est pas... En fait, l'air est plus à la lutte contre le terrorisme et à la reconquête du territoire. Pour vous, l'heure n'est pas de parler de débat politique, de suspension d'activités ou de mener même des activités. C'est mon point de vue. Je pense qu'on devait unir nos forces pour lutter contre le terrorisme et de conquérir le territoire pour que après on parle de politique. C'est mon point de vue. D'accord. Et votre point de vue semble rejoindre un peu celui du quotidien. L'édito est intitulé « Vite un modus vivendi pour l'intérêt de la lutte contre le terrorisme ». Oui, il faut clairement trouver un modus vivendi parce que on ne peut pas, au moment où on interdit à des partis politiques qui veulent se regrouper pour tenir une instance qui est prévue en tout cas par les textes et règlements de leur propre parti et même prévu par la législation en vigueur, en tout cas au niveau du Burkina. Moi, on leur rappelle qu'il y a un communiqué du 30 septembre 2022 qui suspend les activités des organisations et des partis politiques, qu'au même moment, des organisations de la société civile ils tiennent leurs activités partout sur le territoire national pour soutenir, il faut le dire, pour soutenir le régime sans qu'il y ait une dose de rappel de la mesure du 30 septembre. Non. Quand il y a une interdiction, tout le monde doit être concerné. On ne peut pas choisir X pour interdire, Y a le droit de faire ce qu'il veut, ou bien il pense que ces partis politiques-là sont contre le régime en place. Mais on a tout de même vu la lettre d'avertissement que le CDP a reçue. Oui, ça je parle d'abord des organisations de la société civile. Les organisations de la société civile tiennent des rencontres ici, ils tiennent des manifestations, des meetings, sans qu'on leur rappelle qu'ils doivent rentrer dans leur corpus et faire chorus avec tout le monde. Mais qu'est-ce qui vous dit que ces partis politiques-là sont contre le régime en place ou le pouvoir en place? Non. Du moins, ce sont des instances qui sont prévues par les textes. On doit leur permettre quand même de pouvoir tenir leurs activités. En tout cas, qu'à cela ne tienne, nous pensons que si on doit interdire, qu'on interdise tout le monde, que ce soit les partis politiques et les organisations de la société civile, que tout le monde, qu'on ne permette pas à aucune organisation, que ce soit parti politique ou organisation de la société civile, de tenir ses activités. On dit clairement, que tu sois OSC ou que tu sois parti politique, les activités sont suspendues. Tout le monde doit faire chorus avec les autorités en place parce que nous avons une seule vision, c'est la reconquête du territoire national. Donc, tout ce qui est politique, tout ce qui est intérêt partisan, là, on doit mettre ça de côté. Non, mais bien au contraire, c'est parce qu'on constate. On constate qu'on interdit l'UPC de tenir sa session. Et le CDP qui a bravé, malgré tout a bravé l'interdiction pour tenir sa rencontre, on se contente de faire un communiqué, de lui rappeler que oui, vous avez bravé l'interdiction. Ouais, c'est un avertissement. Vous avez bravé l'interdiction pour tenir cette rencontre. Alors que ceux qui sortent pour dire que oui, le gouvernement là, nous sommes avec vous là, nous, on vous applaudit là. Il n'y a pas on ne leur dit rien, au contraire. C'est comme si on les encourageait même à sortir pour manifester, dire que oui, nous sommes toujours avec vous. Comme je le disais, personne ne dit que ces partis politiques qui veulent tenir leurs instances là, ils sont contre le régime en place. Donc nous devons trouver un modus vivendi quand même pour que ensemble on va tous dans la même direction. Soit on interdit, soit on n'interdit pas. On interdit à tous ou on permet à tous. Donc, parce que comme Emilienne l'a relevé, actuellement, qui est au Burkina Faso, quand tu demandes à un Burkinabé, oui, qu'est-ce que tu souhaites pour le pays? Ce n'est même pas élection. Quand tu demandes à un Burkinabé actuellement, qu'est-ce que tu souhaites pour ton pays? C'est la paix. Et qu'est-ce qu'on fait pour avoir la paix?
c'est la lutte. Et qui lutte actuellement? Ce sont nos forces de défense et de sécurité, ce sont nos VDP qui sont sur tous les fronts actuellement. Vous voyez les opérations militaires qui se mènent actuellement partout. Que ce soit la police, la gendarmerie, l'armée, tout le monde mène des opérations actuellement. Donc c'est ce que les Burkinabés souhaitent. Mais quand on a l'impression qu'il y a un pan de la société qui est privilégié et d'autres non, bon, ça crée des frustrations. C'est pourquoi je pense qu'il faut créer Mobilus Vivendi pour que tout le monde puisse voir dans la même direction. D'accord. Alors Michel Nana, est-ce que vous pensez également qu'il y a du 2 poids 2 mesures dans cette affaire? J'ai commencé à souligner ça. Oui, 2 poids 2 mesures. Le gouvernement sait qu'il fait 2 poids 2 mesures. Lui-même le sait. Et moi, je voudrais dire que moi, je me méfie du silence des gens dans ce pays-là. C'est-à-dire? Tu fais quelque chose et les gens, ils font semblant comme ils ne sont pas au courant, comme ils n'écoutent pas. Jusqu'au jour où tu vas te rendre compte qu'en fait, ce silence-là, c'est contre toi. Ça veut dire que les gens peuvent sortir. Ceux qui manifestent là ne soutiennent pas le régime plus que ceux qui sont dans le silence. Il n'y a pas d'élément qui permet de dire que ceux qui sortent, qui tiennent des drapeaux, qui organisent des meetings, soutiennent plus le régime, se préoccupent plus de l'avenir et de la sécurité, de la sécurité du pays là, plus que ceux qui sont dans le silence. Et quel silence encore? Moi, je pense que d'abord, c'est le gouvernement donne l'impression, ou bien on donne l'impression que nous méconnaissons le travail des partis politiques. Un parti politique, c'est pas uniquement organiser des meetings, c'est pas faire des invectives, c'est pas insulter les gens. Un parti politique, c'est l'animation de la vie politique et l'animation de la vie citoyenne. Et les partis politiques peuvent s'organiser pour mobiliser des ressources. On l'a vu ça on a vu ça ici au Burkina Faso. Les partis politiques s'organisent pour mobiliser des ressources, mobiliser les militants pour la cause nationale. On l'a vu ça ici, on a vu cette situation ici. D'accord. Et si aujourd'hui on limite l'action des partis politiques là à des meetings, je pense que ça veut dire que déjà on rabaisse notre niveau par rapport à par rapport au rôle et aux missions qu'on leur a assignées. Que pensez-vous du point de vue d'Emilienne qui estime que l'heure n'est pas à la politique, l'heure n'est pas aux campagnes, l'heure est plutôt à la guerre? C'est pour ça que je l'ai dit. Qui vous a dit que les partis politiques veulent faire la campagne, une campagne? Non, personne. Il faut échanger avec les chefs des partis. Mais leur première préoccupation là, c'est pas faire la politique, c'est prier Dieu pour que la paix revienne. Maintenant, il y a la loi qui leur fait injonction de tenir des instances. C'est la loi qui leur dit ça. Mais tenir une session du bureau politique ou du secrétariat exécutif, comme le stipule la loi là, en quoi cela va démobiliser, va contribuer à aggraver la situation? Non, je pense que c'est vrai qu'actuellement on marche sur la tête. Les gens, dans la société, il y a tellement, il y a du gaz. Il y a du gaz et la moindre chose provoque colère et destruction dans ce pays-là. Ce qui fait que dès qu'on parle de politique, vite fait les gens font des interprétations, font des accusations, des présomptions, ainsi de suite. Mais on ne devrait pas être à ce niveau-là. Je peux comprendre qu'au niveau au bas de l'échelle, les gens pensent que non, il ne faut pas les partis politiques là, il faut fermer, il faut fermer leur gueule entre guillemets. Mais à un certain niveau, au niveau supra, on va jusqu'à donner raison aux gens, alors que d'une certaine manière, on peut utiliser ces partis politiques là pour mobiliser la population et pour mobiliser les militants sur tous les plans, sur le plan financier, sur le plan physique, sur le plan même de l'apport extérieur pour la cause nationale.
Bon, moi, certains n'ont pas eu besoin de la levée de la mesure de suspension pour appeler les militants à aller s'enrôler. Mais pourquoi on n'a pas arrêté ça? Quand les partis politiques appelaient à ce que les militants s'organisent pour aller s'enrôler, pourquoi on n'a pas dit que c'est une campagne? Et quand des partis politiques, par exemple, là, font des appels de mobilisation de fonds pour la lutte contre le terrorisme, pourquoi on n'aurait pas dit non, vous là, taisez-vous parce que c'est que vous allez faire c'est une campagne ou bien vous contribuez à... C'est pas au cours d'une session que ces décisions sont prises, c'est tout comme. Il faut regarder les termes là, les termes. Les mots ont leur sens. Les mots ont leur sens. Si on sort du cadre des mots, on va créer des problèmes. Regardez ce que l'administration elle-même a écrit, les termes qu'elle a utilisés pour régler ce problème des partis politiques là. Partant de ces termes-là, je pense que je ne dis pas qu'il faut autoriser les partis politiques. Je pense que nous sommes tellement intelligents qu'on est capable de trouver la recette pour que ces partis politiques-là jouent pleinement leur rôle pour que nous puissions retrouver la sécurité dans ce pays-là. Oui, une réaction émilienne par rapport à la position de Michel Nana, contrairement à vous qui estimez que l'heure n'est pas à la politique mais plutôt à la guerre. Je ne parle pas de la politique, c'est différent. Mais l'action politique et faire la politique et l'action politique c'est différent. On parle de la suspension des activités. Voilà, non, je ne parle pas de faire la politique. Faire la politique c'est différent. Parce que le terme faire la politique là, ça veut dire que vous sortez pour faire dans notre jargon, c'est pas dans le bon sens. Tout à fait. Les instances, voilà, les instances c'est prévu par la loi. C'est pas pour sortir faire des programmes ainsi de suite. On vous dit, vous êtes un regroupement de partis politiques. Et vous êtes un parti politique. La loi vous dit chaque année ou bien chaque trimestre ainsi de suite. Voilà ce que vous devrez faire. C'est ce que la loi leur dit. Tu comprends? Ok, ça veut dire on suspend la loi. Comme ça, on va pouvoir suspendre les partis politiques. Voilà, faut faire attention pour dire que je n'ai pas dit de faire. Comme je connais ce pays-là, je n'ai pas dit faire la politique. J'ai dit, et c'est comme nous qui sommes ici, normalement on devrait dire, comme il y a la guerre, nous devrons nous ranger, personne ne devrait faire un plateau pour parler de quelque chose. D'accord. C'est comme dire aux entreprises là, comme c'est la guerre, vous aussi rangez-vous, ainsi de suite. Si on rentre comme ça, moi je ne sais pas si on va pouvoir vivre. Alors très rapidement, Emilienne Kaboré. Moi je pense que c'est aussi aux partis politiques de montrer que leur mission n'est pas seulement de faire des meetings. Michel a dit que la mission des partis politiques n'est pas seulement de faire des meetings. Mais peut-être que le gouvernement, j'ai bien dit peut-être que le gouvernement s'est rendu compte que c'est ce que les partis politiques font, c'est la politique et ils ne contribuent pas à la lutte contre le terrorisme. J'ai bien dit peut-être, Donc, c'est pourquoi ils ont tapé sur la table pour dire, voilà, arrêtez. Donc moi je pense que les partis politiques doivent travailler à montrer que non, ils sont soucieux de la lutte contre le terrorisme et ils accompagnent la transition, quitte à ce que la paix revienne et que maintenant on organise les élections. D'accord. Alors, nous sommes pris par le temps. L'avant-projet de loi sur la promotion immobilière fait des gorges chaudes. Mettre enfin de l'ordre dans le secteur sans état d'âme. C'est d'ailleurs le titre de l'édito du quotidien. De quoi s'agit-il exactement? Avant de revenir sur le sujet sur la promotion immobilière, je voudrais réagir un peu sur ce que mes confrères venaient de dire précédemment. En fait, c'est comme si on réduisait la situation dans laquelle nous sommes plongés là au seul fait des partis politiques. C'est comme si c'était les partis politiques qui nous avaient plongés dans cette situation. Alors que tout le monde, on est unanime là-dessus, nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. Donc quand on choisit un pan de la société, dit que vous, partis politiques, arrêtez, c'est comme si d'abord on les toisait, on disait que c'est vous les responsables de cette situation-là. Donc vous devez vous taire, vous ne devez plus parler, vous ne devez même plus faire quelque chose, laissez-nous travailler, dès que on finit, vous allez reprendre. C'est quand même comme si on les insultait, comme si on les réduisait quand même à je sais pas quoi, comme si c'était eux qui nous avaient plongé dans cette situation. Alors que nous sommes tous unanimes que la responsabilité est partagée. D'accord. Sur la question de la promotion immobilière, on a toujours dit ici que c'est une bombe à retardement et qu'il faut nécessairement que
toutes les parties puissent s'asseoir et trouver forcément une solution d'ensemble afin que cette bombe à retardement là finalement n'explose pas. Vous voyez, l'avant-projet de loi, il y a un atelier qui s'est tenu, je crois que c'était le vendredi dernier. Et vous voyez toute cette organisation qui avait été mise en place par des promoteurs immobiliers, qui ont organisé des étudiants, qui ont organisé un certain nombre de déclarations qui pleuvaient partout, comme s'ils ne voulaient pas qu'on réorganise le secteur. Alors que c'est un secteur quand même qui est très important. Si on s'amuse, on n'aura même plus de terres cultivables dans ce pays-là. La promotion immobilière est loin d'être la promotion foncière. Il faut quand même qu'on règle ce problème-là. Beaucoup de promoteurs immobiliers confondent ça. Vous dites, on fait de la promotion immobilière, mais ils vont acheter des terres qu'ils vont morceler et revendre. Ça, c'est de la promotion foncière, alors que vous n'avez pas peut-être l'agrément pour le faire. Vous avez l'agrément pour faire de la promotion immobilière, mais votre agrément ne vous permet pas de faire de la promotion foncière. Donc, c'est pourquoi nous pensons que toutes les parties, les sociétés de promotion immobilière, le gouvernement, les propriétaires terriens, on doit pouvoir s'asseoir ensemble, discuter et trouver une solution d'ensemble, faire en sorte que cette bombe-là n'explose pas et ne nous emporte pas tous. Alors, n'explose pas. Michel Nana, cet avant-projet de loi a plusieurs réformes. On parle même de la réduction de la promotion foncière. Elle est exclue désormais. On parle également de la possibilité de lotir qu'aux personnes de droit public et limiter également les superficies pour fin de promotion immobilière à 25 hectares. Qu'est-ce que vous en pensez? Très rapidement. Moi, je suis en train de... à la faveur de ce projet de loi, je suis en train de comprendre que dans ce pays-là, nous refusons de faire amende honorable par rapport à des mauvaises pratiques qui ont conduit le pays à la situation chaotique dans laquelle nous nous trouvons. Si on recherche les raisons pour lesquelles cette guerre-là se mène contre la République, il y a la question foncière. Et comment se fait-il que tout le monde soit au courant, tout le monde soit conscient que la promotion, la question foncière fait partie intégrante des causes de cette guerre, que des gens refusent qu'on crée les conditions pour qu'il y ait la justice foncière et puis régler certains problèmes. Moi, je vois qu'il y a trop d'égoïsme autour de ça et je pense qu'il faut mettre fin, il faut que l'État s'assume. Je me rappelle très bien que après le rapport, je crois que je l'ai déjà dit ici, et sous le ministre Benemende Sankara, il y avait eu un comité qui a réfléchi sur la question foncière. Il y avait des idées qui avaient été menées, des idées qui ont été des recommandations, des décisions qui devaient être prises. Mais je me rappelle qu'à l'époque, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, surtout les promoteurs immobiliers. Et j'expliquais ici que après le coup d'État du 24 janvier contre Roch, il y a des promoteurs immobiliers qui étaient très contents, qui ont dansé. Parce qu'au moins, on a mis fin, on a suspendu au projet de réforme que le régime projetait. J'expliquais aussi que vers juin-juillet, certains acteurs avaient réussi à embobiner le gouvernement de l'époque sur cette question foncière-là. Maintenant qu'on revient sur la table avec une proposition concrète, l'essentiel ici, je pense, c'est de faire en sorte que les dispositions qui seront prises, les nouvelles dispositions qui sont prises là et qui vont être prises là, que ces dispositions rendent la justice foncière au Burkina Faso et permettent de résoudre notre problème foncier. L'essentiel, c'est cela. Quitte à ce que certaines personnes qui veulent faire des affaires se sentent lésées ou bien se sentent dans l'incapacité de pouvoir faire proposer leurs affaires comme ils le veulent. Mais on ne peut pas accepter de continuer dans cette situation-là. Parce que si on continue, comme lui l'a dit, c'est une bombe. La bombe a déjà explosé, hein? Peut-être à certains degrés. Comme je disais, c'est la crise sécuritaire, parmi les causes, il y a ça. Voilà. Peut-être quand ça va, si ça doit prendre encore de l'ampleur,
mais ce serait plus le terrorisme qu'il faut combattre, mais ce serait autre chose. Gazons donc que les gens aient l'esprit vraiment républicain et que les gens aient l'esprit de justice, pour que les gens aussi puissent accepter qu'on puisse réduire le poids de leur portefeuille pour que vive l'ensemble des Burkinabés. Alors nous sommes pris par le temps. Très rapidement, Emilienne Kaboré, que pensez-vous de cet avant-projet de loi qui semble diviser? Je pense que depuis sous le président Roch Kaboré, le gouvernement a toujours été clair. Le gouvernement a toujours dit que la promotion immobilière est différente de la promotion foncière. Et c'était clair. Maintenant, je ne sais pas, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à vraiment promouvoir cela? Je ne sais pas si... est-ce que le gouvernement n'a pas perdu son autorité? Voilà, donc moi je pense qu'il y a des non-dits entre ces deux-là, entre le gouvernement et les promoteurs immobiliers. Il y a un homme qui a dit que si l'État tient à garder le monopole de la promotion foncière, qu'il assure aussi toutes les charges irrelatives. Ça veut dire qu'il paie des charges, je ne sais pas. S'il a pu dire ça, ça veut dire qu'il paie des charges. Et pourquoi, s'il paie des charges, pourquoi il ne peut pas exploiter, je ne sais pas. D'accord. Donc je pense qu'il y a des non-dits. D'accord. Et en quelques secondes, on va vous demander de réagir, Michel Nana, par rapport à la réouverture des frontières en Côte d'Ivoire et également par rapport à cet édito que vous avez fait, notamment sur la descente aux enfers qui continue avec le procès de Guillaume Soro. Sur la question de la réouverture des frontières de la Côte d'Ivoire, je crois que c'est quelque chose qui était attendu et qui était souhaité depuis plusieurs années. Et Dieu merci, depuis 3 ans, merci. Et Dieu merci, le gouvernement ivoirien a fini par faire surtout le verrou. Et je pense que cela va permettre de fluidifier davantage la circulation et de mettre fin quand même au trafic qui s'était développé. On ne comprend pas pourquoi les Ivoiriens ont tenu jusque-là à garder leurs frontières fermées. C'est eux seuls qui le savent. Mais qu'aujourd'hui ces frontières-là soient ouvertes, je pense que c'est une issue qu'il faut saluer. Maintenant, par rapport à la question de Soro, effectivement, nous avons fait un édito en lien avec la condamnation, un appel de Soro et de ses compagnons. Soro a été condamné à la prison à vie, plus certains de ses compagnons. Seuls 2 ont échappé, notamment le Boyon qui a été élargi par rapport à ce dont on les accusait. Et pour nous, nous estimons que c'est la descente aux enfers qui continue pour Soro, bien entendu, bien sûr. Soro qui avait des ambitions politiques. Avec ce verdict-là, il a la possibilité d'aller en cassation, mais ce verdict, il suffit quelque part, pourrait signifier quelque part la fin des ambitions politiques de Soro. Voilà. Mais on peut dire aussi que Soro paye pour ses compromissions, parce que tout ce qui lui arrive, c'est lui qui l'a cherché, et puis il l'a eu. On peut déplorer le fait que quand on regarde le processus de la réconciliation en Côte d'Ivoire avec les nouvelles, avec des gens qui sont en train de se regrouper, on regarde l'image de Ado, de Bago, de Bédier, et bien sûr un certain Blé Goudé qui est en Côte d'Ivoire. Quand on regarde ces images et que on voit quelqu'un comme Soro qui manque à l'appel, on va dire que le processus n'est pas allé jusqu'au bout. Voilà. Alors, et c'est tout pour cette émission La Tribune des éditos. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à l'équipe technique qui a permis sa réalisation. On se retrouve le week-end prochain pour un autre numéro, s'il plaît à Dieu. Mais d'ici là, portez-vous bien.